Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette semaine du 13 janvier où on va comme toujours tisser du sens en lien avec la danse des planètes au travers des mythes, des énergies archétypales, de ce que nous susurrent ou nous murmurent les positions planétaires. On va essentiellement regarder la pleine lune qui aura lieu en France dans la nuit du 13 au 14 janvier, qui aura lieu en Cancer, et aussi le carré Vénus-Jupiter qui aura lieu le lendemain, mardi, donc 14 janvier, parce que on a quelque chose d'intéressant cette semaine. On a Vénus qui dialogue avec Jupiter et samedi, Vénus va dialoguer avec Saturne. Et ce sont des énergies qui vont se répéter pendant la rétrogradation de Vénus au mois de mars, cette conjonction Vénus-Saturne. Et je trouvais ça aussi intéressant en écho un petit peu avec la dynamique de cette pleine lune en Cancer. Pourquoi? Parce que la lune qui a pour domicile céleste le Cancer, qui nous parle de protection, de douceur, d'imaginaire, est conjointe à Mars. Donc, on a toujours Pluton un petit peu opposé, mais un petit peu plus loin. Donc, je trouvais qu'il y avait comme ça une dynamique entre l'ouverture, la fermeture, la protection, vouloir se libérer des mémoires. Donc, c'est quelque chose qu'on va essayer d'explorer ensemble. Donc, pour reprendre un petit peu d'abord sur cette pleine lune en Cancer, donc lorsqu'on est en pleine lune, on active toujours un axe, hein. Si la lune est en Cancer, le soleil est en Capricorne, et c'est parce qu'ils forment un angle de 180 degrés qu'ils sont, enfin que c'est les deux luminaires dans leur danse, hein, ils se rencontrent à la nouvelle lune, ils s'opposent en pleine lune, et donc quelque chose qui est toujours clé en pleine lune et qui est intéressant de se rappeler, c'est que c'est la mise en lumière de certaines dynamiques liées à cet axe. L'axe Cancer-Capricorne, c'est l'axe des cimes et des racines, c'est l'axe de la douceur pour le Cancer et de la fermeté pour le Capricorne. C'est l'axe, on pourrait dire aussi, de nos mémoires infantiles ou d'enfants, infantile, je ne suis pas sûre que ce soit très français ce mot, et nos aspirations, nos ambitions dans le monde en Capricorne. Donc forcément, même si là, je vais plus me pencher sur le symbolisme du Cancer, n'oublions pas que ce que viennent nous rappeler en pleine lune, c'est comment on va intégrer cette tension des opposés en nous. Comment peut-être, si on a tendance à être trop justement dans l'énergie cancer, alors on verra hein, par les mythes, un trop plein de cancer, c'est un trop plein de protection, hein, quelque chose qu'on va couver énormément et qu'on peut à terme aussi étouffer ou empêcher que la semence du cancer se déploie et vive sa vie, hein. Je pense que ça fait penser pour ceux qui connaissent ce magnifique livre de Khalil Gibran, Le Prophète, hein, lorsqu'il parle des enfants, même si on le verra, le cancer n'est pas que le lien avec les enfants ou la famille, c'est beaucoup plus profond que ça, je pense. C'est vos enfants ne sont pas vos enfants, quelque chose de laisser les germes vivre ensuite leur vie. Mais c'est vrai qu'à l'étape cancer, on a tendance à vouloir protéger nos graines, hein. D'ailleurs, pourquoi je fais ça? Parce que le glyphe du cancer, il y a cette idée un petit peu de protéger quelque chose. Donc, la particularité dans cette pleine lune, c'est que la protection est soit amplifiée par la présence de Mars, qui, en tant que gardien, non seulement on n'est pas allé juste dans le crabe émotionnel du cancer où on s'est replié sur soi-même, mais on a aussi posé des gardes à l'entrée, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne peut pas euh, nous... Il y a vraiment une frontière, on pourrait dire, marquée entre l'extériorité et l'intériorité, hein. Ou dans l'autre extrême, Mars conjoint à la Lune. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est peut-être cette façon dont on va ressentir cette pleine Lune, c'est aussi tous les abus intérieurs ou extérieurs, toutes les violences, tous les désamours, tous les désaccords, toutes les discordes en lien avec justement l'archétype lunaire en nous et comment Mars, au lieu justement de protéger ou d'être ce chevalier noble qui protège la demeure, devient au contraire celui qui veut abuser la demeure, faire mal, hein. C'est vrai que les aspects Mars-Lune sont des aspects parfois douloureux, hein. Pourquoi? Parce que l'énergie de la Lune, et surtout en Cancer, qui est censée nous apporter cette source de nourriture symbolique, mais aussi émotionnelle, cette stabilité, de nous envelopper,
C'est un petit peu l'utérus cosmique, on pourrait dire, hein, la Lune en Cancer qui va nous bercer. Avec Mars, il y a constamment cette friction, cette inflammation, cette difficulté. Il y a quelque chose toujours qui est irritable ou irrité. Et on pourrait avoir l'impression que la grande tranquillité ou la grande paix de ces eaux originelles qui viendraient nous envelopper nous est un petit peu interdit, hein. Il faut savoir que le symbolisme du cancer, pour moi, il n'est pas seulement hein, lié, comme je vous le disais, à la famille et aux enfants. C'est vrai qu'il y a une grande symbolique en lien avec l'appartenance, hein. L'appartenance à un territoire, l'appartenance à une famille, l'appartenance à la vie aussi, hein, se sentir soutenu et nourri par la vie. Mais il y a aussi toute la symbolique de l'imaginaire qu'on oublie beaucoup, hein. Alors peut-être parce que la Lune régit le cancer et que dans la dimension plus moderne de l'astrologie, l'aspect lunaire est très lié aussi à la fécondité psychique, hein. Les personnes qui ont beaucoup de cancer dans un thème souvent ont une vie intérieure très riche par le biais d'images, hein. Quelqu'un comme Jung avait Vénus et Mercure conjoints en cancer et on sait l'importance qu'il a accordée aux archétypes qui étaient pour lui à ces images primordiales et aussi à toute la vie onirique qui va se manifester justement par ces images qui nous invitent, hein. Et souvent, les personnes cancer ont tendance, alors pas seulement à penser, ça peut être Mercure, mais à se féconder dans les images. Et donc forcément, si on parle d'images, on sait aussi le lien avec le mythe de Narcisse qu'il y a pour les cancers, puisque là, ça deviendrait l'ombre du cancer où il y a une forme d'enfermement. On est enfermé dans les miroirs, hein. On se cherche peut-être aussi, si vous relisez le mythe de Narcisse, il y a un moment donné, il y a une nymphe à qui Héra a jeté un sort qui s'appelle Écho et qui ne peut prononcer, qui ne peut répéter que les mots. Donc elle répète les mots que dit Narcisse, qui est un petit peu perdu dans cette forêt. Et euh, il y a tout le symbolisme aussi de l'immaturité émotionnelle où il ne peut pas entendre l'autre tellement il est enfermé en lui-même, hein. Et vous allez voir pourquoi je tisse ce sens pour arriver ensuite même au lien de Vénus-Saturne. C'est parce que quelque part, la présence de Mars vient aussi nous bousculer de nos enfermements. Elle nous oblige quelque part un petit peu à sortir d'une zone de sécurité ou une zone d'immaturité émotionnelle où on était protégé par ce qu'on connaissait, où on était protégé par la matrice, mais quelque part, on ne pouvait pas évoluer, hein. Et certains pas la dimension psychanalytique du mythe de Narcisse, mais voit aussi le fait que lorsque Narcisse meurt, hein, et d'ailleurs quand il meurt, il tombe au travers du puits. Alors certains disent qu'il cherchera même à se regarder dans les eaux des enfers, les eaux du Styx, hein, mais il deviendra ensuite, il y a une fleur de Narcisse, justement, d'où l'origine du mythe qui va éclore, et donc il y a un processus de transformation qui est à l'œuvre, hein. Et quelque part, Mars, c'est aussi une planète qui peut, même si on n'est pas forcément toujours d'accord, va nous pousser, malgré nos résistances, à sortir justement d'une forme d'enfermement et d'une forme de sécurité. Alors pour certains, comme il y a Pluton en face de Mars, c'est très violent la façon dont on est arraché à nos cocons intérieurs, à nos maisons, à nos intimités, à nos temples intérieurs, pour nous obliger à nous mettre en mouvement, hein, pour nous obliger quelque part à partir à l'inconnu, à répondre à l'appel de, on pourrait dire, du processus d'individuation avec Mars, hein, qui est un symbole de pouvoir poser des actes héroïques et courageux pour naître à nous-mêmes et donc nous libérer de certaines mémoires. Ça, je vous l'ai souvent dit. Il y a aussi cette idée que l'ombre du cancer, c'est l'endroit un petit peu régressif, hein. Je sais qu'on associe souvent le travail d'Hercule, il y a l'hydre. Vous savez, l'hydre, c'est se montre à plein de têtes et toutes les têtes qui ensuite repoussent à chaque fois que Hercule essaye de les trancher. Certains l'associent aussi au signe du cancer, même s'il est plus associé au signe du scorpion, hein. Et le fait que Hercule arrive à terrasser l'hydre en plaçant la tête de l'hydre sous la pierre, qui serait plus le symbole du Capricorne et de la sagesse. C'est vrai que ce travail d'Hercule peut être aussi associé dans l'obligation qu'on a souvent de sortir de ces cocons
et de grandir dans le Capricorne. Grandir dans le Capricorne, ça va être assumer certaines responsabilités, répondre de nous-mêmes, répondre de notre sensibilité aussi. Je me suis souvent dit que l'endroit Cancer, qui est souvent un endroit d'extrême sensibilité dans le rapport au monde, gagne à intégrer le Capricorne. Pourquoi? Parce que le Capricorne, il va nous donner la sagesse pour assumer totalement aux yeux du monde justement ce rapport sensible, hein. Sinon, vous allez dans l'autre extrême, hein. L'autre extrême du Capricorne qui serait de dire sois responsable, vive ta vie, assume tes responsabilités. On l'a vu à la dernière nouvelle lune, et du coup, on s'assécherait de la sensibilité Cancer et on aurait sans doute un statut social, des réalisations professionnelles, mais on serait complètement vide, on ne serait plus nourri, hein, de cette fécondité intérieure, de cette sensibilité, de ce regard. Je me disais aussi, quand je réfléchissais sur cette pleine lune, que Mars, il pouvait nous inviter à couper justement ces mémoires stagnantes, ces eaux stagnantes, pour clarifier la source. C'est comme si on avait besoin un petit peu, je reprends l'image des miroirs ou des fontaines. euh, on a besoin de purifier, on pourrait dire ça, parce qu'il y a aussi Pluton en face, purifier les sources auxquelles on s'abreuve, hein. Donc ça va nous demander de purifier nos racines, de voir si nos sols sont suffisamment nourrissants, hein. Et Mars, c'est celui qui va nous donner le courage aussi, hein. Donc ça peut se traduire par les gens avec qui je me sens plus en appartenance, on, on tranche, euh, les scissures intérieures ou les conflits intérieurs ou tout ce qu'on va refouler et qui vont nous faire de l'acidité à l'estomac, hein. Mars en Cancer, c'est très lié aussi à l'estomac, hein. Tout ce qu'on va rentrer comme nœud. Bah, il y a cette invitation lors de cette pleine lune qui met en lumière de plus retourner la flèche de Mars contre nous, mais au contraire de la sortir à l'extérieur pour nous engager, pour poser des actes qui justement visent à construire ces espaces cancer. Donc c'est des espaces intimes, c'est des cocons, c'est des bulles, c'est des capsules, c'est des endroits où règne la douceur, la gentillesse, vous savez, toutes ces valeurs un petit peu qu'on associe parfois encore malgré tout, cette vulnérabilité des faibles. Bah là, je pense qu'avec Mars, il y a aussi ce courage d'assumer nos vulnérabilités, nos sensibilités, notre rapport au monde, l'envie qu'on a justement de contribuer au Capricorne, mais avec un supplément d'âme, on pourrait dire, dans ce monde, un supplément poétique, un supplément sensible, hein. Remettre le sensible au cœur de nos vies, hein. Je trouve que cette pleine lune vient mettre en lumière toutes ces différentes symboliques. Et bien sûr, elle nous parle aussi avec Mars et la Lune de comment on va féconder nos imaginaires, comment on peut créer aussi depuis cette vie intérieure, depuis ce qui nous habite, hein. Et on verra bien sûr, puisque Mars va à un moment donné sortir de sa rétrogradation, quand il va devenir en Lion, c'est comme tout ce qui a été protégé, hein, tout ce qu'on a incubé, tout ce qu'on a été en gestation va pouvoir se déployer à l'étape ensuite de Mars en Lion, hein. Donc c'est comme si on était encore peut-être pour certains à nourrir nos bébés, à nourrir nos graines intérieures pour ensuite pouvoir les développer, hein. Avec, comme je vous les ai dit, les défis de sortir de l'enfermement, sortir aussi des miroirs extérieurs et donc avoir le courage d'assumer qui on est depuis cette sensibilité, même si les miroirs qui semblent nous être tendus nous met tout petit, hein, nous donnent l'impression qu'on est petit, ou tout simplement parce que dans ce jeu du cancer qui est un jeu d'eau, il y a aussi beaucoup le jeu des projections, hein, et la pleine lune, souvent quand on est né en pleine lune, ou les aspects de pleine lune sont des jeux, sont des espaces où on peut voir aussi les projections, quelles ont été les projections émotionnelles, hein. Comment on traduit le concept de projection en astrologie? C'est que souvent dans nos thèmes ou quand on est des transits, il y a des personnes qui vont jouer des personnages de nos vies, hein. Donc avec la lune Mars, vous pouvez avoir un Mars qui joue le personnage de Mars dans votre vie, donc qui vous bouscule, qui vous brutalise. Vous avez l'impression que ça fait violence, vous savez pas comment vous positionner. Et souvent, tout le défi, c'est d'incarner
la beauté de Mars. La beauté de Mars, bah, c'est d'agir depuis la noblesse du cœur, c'est avoir le courage d'exister, c'est avoir le courage d'assumer qui on est, c'est aussi avoir la force de se positionner et d'être un gardien de notre être et justement un gardien de notre lune, donc de notre intégrité émotionnelle ou tout simplement aussi de notre corps ou de notre monde, de notre temple, hein. Donc voilà, c'est on pourrait tisser et tisser et passer des heures, mais c'est quelques pistes pour cette pleine lune. Quelque chose, moi, que j'aime bien rappeler, c'est toujours observer. Je trouve que s'il y a quelque chose de beau dans la reliance justement au présent par les étoiles et qu'on oublie souvent parce qu'on va chercher un petit peu des fois dans l'astrologie beaucoup des pistes sur l'avenir, mais il y a quelque chose surtout qui nous demande d'être présent et d'observer, hein, et de corréler ce qui nous arrive en fonction des énergies planétaires. Des fois, je ne sais pas si ça nous tranquillise, mais comment on pourrait dire ça? Ça nous permet de nous sentir reliés à quelque chose de plus grand que nous, hein. Et ça nous donne la sensation d'appartenir à la grande symphonie céleste et de ne pas être si seul finalement, où ce qui nous arrive est décrit dans des énergies des planètes. Donc il y a une sorte de reliance qui apaise, même si les choses ne sont pas forcément faciles. Donc voilà pour la pleine lune, hein. Donc la pleine lune a toujours 3 jours avant, 3 jours après. Alors, quelque chose aussi qu'on oublie souvent, mais on est plus sensible à la phase planétaire dans laquelle on est né. Donc, et ça me fait penser, voilà, c'est très bien que je voulais vous proposer, j'ai eu l'idée la semaine dernière, et je vais mettre la date dessous, parce que là, j'ai pas, c'est dans ma spontanéité que j'y pense, mais je voulais vous proposer un atelier gratuit sur Zoom. Vous avez juste à vous inscrire pour justement vous aider. Je ne sais pas encore si on aura besoin d'un, deux ou trois ateliers, mais j'aimerais les faire pour vous permettre de relier ce que je raconte ou ce que je tisse avec les étoiles dans vos thèmes. Donc, vous donner deux, trois pistes pour le thème. Voilà. Et je voudrais que ça fasse partie aussi de ce que je vous offre ici sur YouTube. C'est pour ça que je le fais de manière gratuite, mais que je préfère le faire par Zoom et que vous pouviez avoir accès sur la plateforme, parce que je n'ai pas forcément envie que ce soit quelque chose qui soit sur Zoom. Sur YouTube, pardon. Donc voilà, je ferme la parenthèse pour parler de l'autre aspect qu'on va avoir, hein. Donc l'autre aspect, c'est Vénus qui est en Poisson, en carré à Jupiter en Gémeaux, et que je vais relier avec Vénus aussi conjoint Saturne, hein. Rappelez-vous, ça fait longtemps qu'on voit cet aspect entre Jupiter qui ouvre du possible, qui nous demande de métaboliser du sens, hein, et Saturne qui, au contraire, a cette exigence d'incarner les choses, nous demande de revenir au centre, hein. Alors, Vénus et Jupiter, dans la tradition hellénistique, même s'ils sont en carré, c'est plutôt favorable. Vous avez la petite fortune et la grande fortune ensemble. Vous avez l'exaltation de Vénus en Poisson avec Jupiter qui amène aussi les honneurs, la richesse, l'abondance. Donc c'est vrai que c'est un aspect qui est souvent favorable, alors qui est aussi associé dans l'ombre un petit peu à trop d'excès, parce qu'on est pris, surtout avec Vénus en Poisson, par une envie soudaine ou un désir soudain, et Jupiter, il nous accompagne et il va un petit peu dans la démesure de, que ce soit par tout d'un coup se dire je vais faire réaliser des grandes choses, inviter plein de personnes ou dépenser plein d'argent, hein. Ça peut être un peu l'ombre, c'est l'excès voilà, de Vénus-Jupiter qui peut être un peu moins mesuré, mais on verra que Saturne nous ramène vite à la réalité. Donc Vénus en Poisson, j'en ai parlé déjà la semaine dernière, c'est cette exaltation de Vénus dans un signe où elle est invitée à puiser la source, j'allais dire, de sa créativité, de son éros, de partout. Donc elle ressent tout, elle est amoureuse de toutes les belles choses de la vie, hein. Elle est dans une sensibilité extrême, elle se rappelle qu'elle est née finalement, oui, de la castration d'Uranus, mais aussi qu'elle est née des flots, hein. Donc c'est cette dimension de l'amour originel, de l'amour inconditionnel, de cette capacité à pardonner, à aimer, de se sentir relié à toute chose. Jupiter
En carré, en Gémeaux, c'est que voilà, on est en Gémeaux. Jupiter, il a un côté plus philosophe, plus sage, plus conceptuel de la vie, hein. Et des fois, en tension avec Vénus, il pourrait un petit peu, c'est comme si vous faites dialoguer la muse amoureuse complètement inspirée par le mystère de l'univers et Jupiter en Gémeaux, le philosophe qui doute et qui lui demande si c'est possible vraiment de tout ressentir ou d'avoir une sensibilité tellement exacerbée est tellement connecté à l'au-delà qu'il n'arrive pas à mettre des mots, hein. Donc, je trouve ça assez beau au niveau du symbole, au niveau peut-être d'une dimension plus pratique de cet aspect. Bah, je trouve qu'il y a quelque chose où on est peut-être amené par Jupiter en Gémeaux à comprendre nos mécanismes amoureux et on verra que ce sera très présent, je pense, avec la rétrogradation de Vénus. Il y a des choses importantes que peut-être je ferai vraiment une vidéo spéciale parce que ça commence à faire tilt un petit peu, hein. Mais Vénus en Poisson, elle est tellement amoureuse qu'elle a aucun discernement, hein. Elle a aucun discernement. Jupiter en Gémeaux peut l'aider à se différencier parce qu'il est double, hein, et donc à mettre aussi une forme de distance. Et on verra, hein, je pense que vraiment Vénus, Saturne en Poisson, vous avez quelque chose de complètement contradictoire ensemble. Vous avez une Vénus en Poisson reliée au tout, au sensible, qui n'a aucune limite et aucune frontière, et Saturne qui parle de la limite et de garder le centre, hein. Donc, vous avez une Vénus qui est dans une participation mystique et qui est dans l'expression amoureuse, dans l'expression créative, peut totalement se perdre. Elle est prête à sacrifier dans le sens de faire du sacré, mais aussi de sacrifier des parties d'elle-même, puisque l'aspiration d'une Vénus en Poisson, c'est d'être tellement dans la fusion, dans la participation, qu'elle retrouve l'océan originel où elle n'existe plus en tant que Vénus sujet qui a des désirs propres, hein. Et je trouve ça intéressant parce que le fait aussi qu'on ait Vénus conjoint Saturne samedi, ça vient nous mettre quand même une réalité et ça vient aussi questionner la notion de frontière, de distance, de garder son centre, qui est d'ailleurs très à la mode, hein. Comment on peut être dans une relation amoureuse sans perdre notre centre, hein. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose de magnifique que j'ai relu récemment, c'est que dans la mythologie, euh, la plupart des dieux et des déesses sont sous la loi d'Aphrodite, hein, c'est-à-dire sous la loi de l'amour. Les hommes, souvent, payent très cher, hein. On peut penser à tous les amants qui n'ont pas respecté Aphrodite. Souvent, il y a un prix qui est très cher. Mais il y a deux déesses qui ne sont pas... Enfin, deux déesses. Il y a différentes qualités de déesses qui, suivant les mythologies, ne sont pas sous la loi d'Aphrodite. Vous avez déjà Vesta, ou Hestia, qui est la gardienne du centre, du feu sacré, hein, donc du foyer, de quelque chose d'immuable en nous. Et vous avez aussi toutes les déesses amazones. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont aucun conjoint et justement, elles sont gardiennes de leur intégrité physique et ça ne pose pas de problème à Aphrodite. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur jeter des sorts pour qu'elles deviennent amoureuses, hein. On pourrait résumer ça comme ça. Et je trouve intéressant le fait que Vénus et Saturne vont se rejoindre plusieurs fois parce que vous avez justement cette Vénus en Poisson qui serait l'exaltation de la loi d'Aphrodite, ou vraiment la passion amoureuse, où on se transforme, et c'est même pas de la transformation, on se fond totalement dans quelque chose, et Saturne qui viendrait nous rappeler la frontière, la distance, comment on peut rester entier, un être différencié, tout en étant dans une participation mystique et dans un élan amoureux et créatif, sans se perdre mais ne pas non plus, qui serait l'ombre des gens d'ailleurs souvent qui ont un aspect de Vénus-Saturne dans le thème, qui viendrait mettre une sorte de barrière et de blocage au sentiment amoureux, hein. Ce que fait Saturne, c'est qu'il va verrouiller Vénus, ou il va l'interdire, hein. Donc on va avoir quelque chose d'intéressant, hein, qu'on va retisser ensemble, mais c'est vrai que Saturne conjoint à Vénus samedi, ça pourrait être aussi totalement Vénus qui se prend une douche froide par Saturne. Comment Vénus se prend une douche froide par Saturne, c'est, vous savez, cette froideur et cette distance tout d'un coup, hein, qu'on a tous peut-être pu sentir à un moment donné dans nos relations amoureuses quand c'est la fin ou quand il y a quelque chose, où on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui est mis à distance, où on n'a pas accès, où le cœur qui se verrouille et tout d'un coup, il y a des barrières et on a l'impression que la beauté de Vénus, si sensible, si amoureuse,
Là, elle se prend une douche froide ou un interdit, hein. L'interdit peut être en nous, à l'extérieur de nous. Vénus-Saturne, c'est aussi tous les accords peut-être qu'on a passés dans cette vie ou dans d'autres vies ou par des loyautés invisibles où on assume quelque part la règle de Saturne qui viendrait limiter Vénus, lui dire qu'elle n'a pas le droit, qu'elle ne peut pas autant sentir, qu'elle va se perdre, qu'elle doit être raisonnable, qu'elle doit être responsable, qu'elle ne peut plus croire aux contes de fées, hein. Donc je trouve ça qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que Vénus va rétrograder entre le bélier et le poisson. Et Vénus en bélier, c'est l'Amazone, quelque part, on pourrait dire, hein. C'est elle n'est pas à l'aise en bélier, mais c'est vraiment le lieu où elle va défendre ce je suis, hein. Et là, on a ensuite Vénus en poisson qui est au contraire complètement fondu dans l'océan amoureux, créatif, cosmique de l'amour. Et tout ça est accompagné ensuite, c'est comme si ça prépare l'entrée de Saturne et Neptune en bélier, qui est d'ailleurs le même principe, hein. Notre individualité bien différenciée, bien réglée, et Neptune, sacrifier l'individu pour se relier à quelque chose de plus grand. Donc il y a une thématique dans le ciel qui est présente pour 2025 qui commence comme toujours, initié par Vénus et que je trouvais intéressant. Ensuite, ce que je voulais mentionner qui est lié à la pleine lune, c'est que la pleine lune, donc comme elle est conjointe à Mars, ça veut dire que Mars va être aussi opposé au Soleil. Et ça, c'est important dans le cycle de rétrogradation de Mars. L'opposition au Soleil qui a lieu entre le 15 et 16 janvier, c'est le 15 très tard au Guatemala, donc la France, c'est déjà le 16 janvier. Ça va aussi marquer par rapport à tout ce qu'on a regardé ensemble de la rétrogradation de Mars, hein, en lien avec l'action, en lien avec la protection, en lien avec agir depuis le cœur ou apprivoiser nos sensibilités. Il peut y avoir, pour ceux qui suivent de plus près les cycles astrologiques, quelque chose qui se joue aussi cette semaine, en plus avec la lumière de la pleine lune, mais voilà, c'est aussi intéressant. Donc voilà pour cette semaine. Je vous propose de vous mettre les dates. En tout cas, je vais commencer par une date, hein. Je pense que ce sera peut-être pas ce vendredi, mais vendredi prochain ou jeudi prochain, je vais regarder suivant mon agenda, pour qu'on se retrouve tous ensemble le soir. L'heure est en heure française. L'inscription est gratuite. Vous allez juste vous inscrire par Podia, comme ça c'est plus facile si vous voulez le voir en replay. Par contre, comme cet événement est gratuit, et que souvent j'ai beaucoup de personnes, je ne pourrai pas forcément répondre à vos questions techniques, sinon je m'en sors pas. Donc voilà, et je reste disponible pour les séances, pour février, pour ceux qui veulent faire leur évolution solaire, déjà du Verseau ou du Poisson, n'hésitez pas. Et il y a un petit peu moins de créneaux cette année, donc n'hésitez pas aussi à me contacter directement pour qu'on puisse s'ajuster ensemble. Et je vous souhaite à tous une très belle semaine.